dernière belle ligne droite de la journée de la complexité. J'ai le très très grand plaisir d'accueillir Bernard Georges de la Société Générale, également très régulièrement présent aux activités de la chaire, et que, alors pour le coup, pour information, j'ai eu le très très grand plaisir d'entendre intervenir dans le cadre de la chaire de Cynthia Fleury à l'Hôtel Dieu. Et on va être sur des thèmes qui ne sont pas très loin de ce que Bernard Georges a développé à ce moment-là, il y a quoi, 15 jours, 3 semaines à peu près, sur l'altruisme. Et le thème, c'est « J'interagis, donc je suis ». Et c'est peut-être une révision post-husserlienne du cogito cartésien qui est « Je pense, donc je suis ». Husserl a essayé de le penser un peu autrement, mais là, ça va être un chemin très, très, très profond. Alors, on a juste un point depuis ce matin avec Stéphane et cet après-midi avec Paul-Henri, Loïc et Fred et Paul. On a parlé de parler, en fait. On a parlé de parler du caractère indispensable d'expliciter ce que l'on fait. Ici, une face cachée fait que quelqu'un vient, et vraiment merci Bernard de te prêter au jeu, parler de ce qui l'a amené, entre autres, à la complexité. Et c'est pas simple de parler d'un chemin qu'on a fait soi-même, ça n'a rien d'évident. Merci, bienvenue. On a une bonne heure et quart et demi d'écoute et d'échange, et le cocktail fera le dernier moment de la journée. Bernard, à toi. Très bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Merci beaucoup Laurent pour votre introduction. Je voudrais tout d'abord remercier la chaire Edgar Morin de la complexité, Laurent Bibard évidemment, qui m'a invité pour cette face cachée de la complexité et pour la confiance qu'il me fait. Et aussi Cathy Sylvestre, sans qui cette chaire probablement n'existerait pas sous la forme actuelle. Comment vous dire ? Il y a quelques semaines, Laurent m'a invité, je le cite, à proposer un témoignage de ce qui, dans ma vie, alimente mon goût pour la complexité en tant qu'atout. Et je me suis alors bien demandé comment je pourrais vous en faire le récit, nécessairement linéaire, de choses qui, tout au long de ma vie, se sont développées ou construites de manière évidemment concomitante et qui entremêlent tant ma vie personnelle que ma vie professionnelle. Comment donc vous en faire le récit ? Car il y a dans cet exercice, je m'en suis aperçu évidemment en le préparant, il y a quelque chose de très personnel, vous allez le voir, qui n'est pas tout à fait une mise à nu, mais plutôt une espèce de dévoilement de soi, puisqu'il s'agit de mettre à jour une face cachée. Et je vais tenter de faire cet exercice, disons, et rassurez-vous, avec malgré tout, j'espère, une certaine pudeur, ou du moins une certaine forme de retenue. Je vous invite donc très symboliquement à ce que nous nous tenions par la main ou par le bras, de manière à ce que vous m'accompagniez pendant quelques minutes par le souvenir ou l'imagination, en faisant quelques pas à mes côtés. Alors ce soir, c'est moi qui ai la parole, mais demain, ce sera peut-être vous qui ferez votre propre récit de votre propre face cachée de la complexité. Et au fond, je vous invite à le faire. Et je suis sûr par avance que chacun de vos récits sera passionnant. Car bien évidemment, mon parcours n'est qu'un parcours possible parmi une infinité d'expériences de vie qui, toutes, de mille et une manières, nous amènent à faire la découverte et l'expérience de la complexité. Car je crois que chacun d'entre vous, tous autant que vous êtes, si vous êtes aujourd'hui présents dans cette salle pour participer à cette journée de la complexité, organisée par la chaire Edgar Morin de la complexité, ce n'est évidemment pas par hasard. Vous avez nécessairement déjà compris, au travers de l'observation de votre propre vie ou de la vie des autres, que la vie, pour être rendue quelque peu intelligible, doit être appréhendée de manière éminemment complexe. Et donc, je suis persuadé que vous avez nécessairement, chacun d'entre vous, chacun à sa manière, développer une sorte de regard décalé qui vous fait entrer en relation d'une manière originale avec le monde et les autres. Une première intuition, c'est qu'on ne parvient pas à appréhender la complexité conçue de manière positive, j'entends, si on se contente de suivre les routes toutes faites, déjà tracées par la société
ou le système éducatif traditionnel. Autrement dit, si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose en vous, je pense, je vais l'énoncer comme ça, d'un peu fou, quelque chose d'un peu rebelle, qui, comme un instinct de survie, vous rappelle sans cesse de ne pas céder à la facilité, de ne pas vous laisser glisser sur cette ligne de plus grande pente et qui vous invite à vous interroger sur votre rapport au monde et au temps. La conviction profonde que je voudrais partager avec vous est que la complexité est fondamentalement mouvement. Oui, mouvement. Que la complexité n'est abordable qu'au travers d'une notion de déplacement, de mise en relation avec les autres, mise en relation de différents espaces-temps, symboliques ou réels. La complexité, je le rappelle, comme nous y invite régulièrement Edgar Morin, vient du latin complexus et veut dire ce qui est tissé ensemble. Et la complexité, je le rappelle aussi, est très différente de la notion de complication, qui vient du latin complicare, et qui veut dire ce qui est plié ensemble. Alors que la complexité est faite de liens, d'interaction, d'émergence, d'intégration, la complication est faite de nombre, d'accumulation, de différenciation. Ainsi, pour tisser ensemble, pour créer du lien, il faut se déplacer constamment dans ce qui nous entoure, dans l'espace et le temps qui nous entoure. Il faut faire de multiples mouvements, de multiples allers-retours, de multiples pas de côté pour explorer notre environnement et nous lier au monde, de multiples pas dans le temps pour explorer l'avenir et nos futurs possibles, pour nous lier à notre propre devenir, et de multiples pas en avant, pas vers l'autre, vers les autres, à la rencontre des autres, pour nous lier à notre humanité en tant que collectivité et système de valeurs. Autrement dit, vous et moi, qui avons choisi de participer aujourd'hui à cette journée de la complexité, nous avons tous, à un moment donné, de par nos choix ou de par les aléas de la vie, multiplié nos pas de côté, pas dans le temps, pas en avant. Et nous avons appris avec le temps que ce qui apparaît comme une forme de marginalité pour certains se révèle être un formidable atout pour penser et agir le monde autrement. Bref, nous avons tous, à un moment donné, fait ces pas qui permettent de changer de perspective, d'ajouter une perspective, en quelque sorte, de donner du relief au vivant. J'organiserai mon propos en deux parties. Dans une première partie, je vous ferai le récit accéléré de quelques faits ou événements plus ou moins marquants, plus ou moins symboliques de ma propre vie, qui m'ont conduit progressivement à prendre conscience de la complexité, à prendre conscience de l'idée même de complexité, et à vouloir approfondir cette idée pour en faire un levier d'analyse et un levier pour l'action. Et dans une deuxième partie, je vous dirai peut-être de manière un peu plus conventionnelle, en synthèse, donc un peu moins sous la forme de récit, les principales idées ou les principales leçons, entre guillemets, que j'ai pu retirer avec le temps et que j'aimerais partager avec vous. Alors, allons-y. Je vais donc vous parler de moi, puisque c'est le principe même de cette face cachée. Et j'essaierai peut-être de vous dire, pour chaque événement marquant, sous la forme, entre guillemets, d'une observation, en quoi cet événement a éclairé, ou éclaire toujours, directement ou indirectement, mon chemin pour tenter d'appréhender l'idée de complexité. Et encore une fois, chacun d'entre vous pourra bien évidemment, à sa manière, et encore une fois, je vous y invite, transposer ce récit dans sa propre histoire et construire son propre récit. Mes premiers pas, de côté, dans le temps, en avant, je les ai faits avec et grâce à mes parents et mon environnement familial. Alors, je vais vous donner quelques indications pour comprendre cet environnement familial. Vous verrez que cela a son importance. Quand je suis né, on va commencer par le début, à Nancy en 1959, donc vous connaissez mon âge, mon père lui-même, né à Nancy, avait 53 ans. Et ma mère, née à Strasbourg, avait 32 ans. Et le père de mon père, né en 1858, je dis bien 1858, avait lui-même 48 ans lorsque mon père est né. Autrement dit, de par mon père,
en 2 générations seulement, mon histoire familiale remonte en gros au milieu du XIXe siècle. Quant aux parents de ma mère, ils sont nés en Alsace dans les années 1890, donc à cette époque en Allemagne, puisque vous le savez, l'Alsace et la Moselle ont été rattachés à l'Allemagne de 1871 à 1918. Mon père avait donc connu les 2 guerres mondiales. Gamin, il avait perdu son frère aîné, blessé une première fois, puis tombé à Verdun, donc lors de la Première Guerre. Et plus tard, mobilisé en 1940, mon père fut fait prisonnier par l'armée allemande lors de la débâcle, au début de la Deuxième Guerre mondiale, comme tout son régiment de cavalerie, je dis bien de cavalerie, incapable évidemment de résister face à l'armée allemande équipée de chars d'assaut. Quant au père de ma mère, né allemand donc, il avait dû évidemment combattre pendant la Première Guerre mondiale sous le drapeau allemand, notamment à Verdun, où tout le monde l'avait cru mort depuis plusieurs mois, avant qu'il ne ressurgisse de cette épreuve dont il avait toujours gardé par la suite un très profond traumatisme. Quant à ma mère, adolescente en Alsace pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle avait connu de très près, à quelques dizaines de mètres d'elle, la peur au ventre, pendant plusieurs semaines d'affilée de l'année 1944, l'expérience des bombardements alliés qui progressivement libéraient l'Alsace de l'occupation allemande. Donc, première observation, j'ai grandi de très près avec le récit familial de ces 2 guerres, avec évidemment leur cortège de drames, de misère et de tristesse, mais aussi de contradictions, et en particulier pour la Première Guerre mondiale, avec des récits provenant des 2 côtés du front. Et donc, pour le dire très vite, très jeune, j'ai appris à me méfier des discours tout faits, sans nuance, avec les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Et c'est évidemment très formateur. Et c'était certainement un premier pas, sans le savoir, vers l'idée de complexité. Lorsque j'ai eu 8 ans, à la retraite de mon père, mes parents ont déménagé de Nancy en Alsace, dans la même maison que mes grands-parents. Alors là, il faut que vous sachiez que mes grands-parents parlaient parfaitement l'allemand, puisqu'ils sont nés allemands, et le dialecte alsacien, qui était leur langue du quotidien, mais ils parlaient très mal le français, qu'ils n'avaient tout simplement pas appris à l'école. Quant à mes parents, mon père ne parlait que le français, et ma mère était parfaitement bilingue, français et allemand, et trilingue si on inclut le dialecte alsacien. Et moi, je ne comprenais que quelques mots de dialecte, en plus du français, bien sûr. Donc c'est donc ma mère qui, à la maison, faisait à tout moment la traduction pour que tout le monde se comprenne. Et cela a duré pendant de très très nombreuses années. Donc, deuxième observation, je me suis habitué très jeune à vivre au croisement et dans la confrontation de plusieurs univers régionaux, de plusieurs langues, de plusieurs époques aussi, avec ce que la diversité représente à la fois de difficultés, d'incompréhension parfois, mais aussi de richesse. Je vais vous parler maintenant un peu plus de mon père. Comme mon père avait 53 ans à ma naissance, j'ai donc grandi, pour le dire vite, avec une espèce de sage. Mon père avait fait ses études dans un collège de jésuites. Il était diplômé de l'école des beaux-arts de Nancy. Il était aussi passionné par les humanités, intéressé par l'homme, sa nature, sa condition et son évolution. Pour résumer, pour le dire très vite, mon père a toujours été en quête d'une certaine forme de spiritualité laïque. Mon père était notamment marqué par 3 grandes figures dont il ne cessait de déployer les idées tout autour de lui, presque comme un conteur peut le faire. La première figure, c'était Jacques Monod. Alors pour les plus jeunes, je rappelle que Jacques Monod était directeur de l'Institut Pasteur, prix Nobel de médecine en 1965, fondateur de la biologie moléculaire et auteur d'un très célèbre ouvrage, Le hasard et la nécessité, dont les travaux sur l'évolution s'inscrivaient directement dans le prolongement de la théorie de Darwin. Théorie, je le rappelle, qui donne notamment la possibilité de s'affranchir de Dieu ou de l'idée de Dieu pour expliquer l'apparition de l'homme dans l'évolution des espèces. Monod était évidemment passionné par la complexité des vivants, mais il était aussi un grand humaniste, très soucieux des idées de liberté et de responsabilité. Alors, je ne résiste pas à vous citer une phrase extraite du hasard et de la nécessité. L'homme,
C'est enfin qu'il est seul, dans l'immensité indifférente de l'univers, d'où il a émergé par hasard, non plus que son destin, son devoir n'est écrit nulle part. Deuxième figure de référence pour mon père, Pierre Teilhard de Chardin, père jésuite, théologien, philosophe, paléontologue. Vous le savez peut-être, Teilhard, en tant que père jésuite, a toujours été à la limite de l'excommunication, tant sa conception de Dieu était éloignée du dogme de l'Église catholique. Dans l'un de ses ouvrages les plus connus, Le phénomène humain, il trace une histoire de l'univers, intégrant notamment la mécanique quantique, la thermodynamique et la théorie de l'évolution. Teilhard est très certainement l'un des plus grands penseurs de la complexité. Non seulement il pense l'infiniment petit et l'infiniment grand, mais il considère aussi l'idée d'une flèche d'un temps interne, celui de la complexité en organisation croissante, la négantropie, pour le dire très très vite, avec une convergence de la spiritualité humaine vers ce qu'il appelle le point oméga, une ère d'harmonisation des consciences au sein de ce qu'il nomme la noosphère. Alors là aussi, je ne résiste pas à vous livrer un extrait du phénomène humain qui fait écho à ce qu'on a pu entendre aussi dans la journée. Voir. On pourrait dire que toute la vie est là, sinon finalement, du moins essentiellement. Être plus, c'est s'unir davantage. L'unité ne grandit que supportée par un accroissement de conscience, c'est-à-dire de vision. La suprématie d'un animal, la suprématie de l'être pensant ne se mesure-t-elle pas à la pénétration et au pouvoir de leur regard ? Chercher à voir plus et mieux n'est donc pas une fantaisie, une curiosité, un luxe. Voir ou périr. Telle est la situation imposée par le don mystérieux de l'existence à tout ce qui est élément de l'univers. Et telle est par la suite, à un degré supérieur, la condition humaine. Troisième grande figure de référence de mon père, Sigmund Freud. Alors, je ne vais pas vous présenter Freud, évidemment. Freud, mais aussi Carl Jung, plus généralement toute la psychanalyse, passionnait mon père, puisqu'il devenait enfin possible d'étudier l'homme au travers de ce qu'il a de plus caché et de plus primitif, au travers de l'inconscient et de la sexualité. J'avais du coup, pour livre de chevet, à l'âge de 10 ans, les ouvrages de Pierre Daco, je ne sais pas si vous connaissez, peut-être pour les plus anciens, psychothérapeute très connu à l'époque, et dont les ouvrages étaient également très connus, et notamment deux ouvrages, une couverture rouge et une couverture bleue, que j'ai parfaitement en mémoire, Les triomphes de la psychanalyse et les prodigieuses victoires de la psychologie moderne. Nous sommes donc là avec trois penseurs de la complexité, Monod, Teilhard et Freud, trois penseurs de la pensée complexe par excellence, trois penseurs transgressifs pour leur époque, ce qui ne manquait pas évidemment de séduire mon père et ce qui eut sur moi une profonde influence. Donc troisième observation, quand j'étais gamin, j'étais évidemment très loin de comprendre en détail tout ce que me racontait mon père et loin de percevoir toute la portée des idées développées par ces trois grandes figures. Cependant, je me suis aperçu bien longtemps plus tard, lorsque je me suis intéressé à la systémique et à la complexité, vers l'âge de 40 ans à peu près, qu'à défaut d'avoir compris leurs pensées, j'en avais du moins en quelque sorte appris le langage. Ce qui fait qu'à partir de l'âge de 40 ans, lorsque je me suis mis à lire la plupart des penseurs de la complexité, notamment tous les penseurs du groupe des 10, alors évidemment avec Edgar Morin, Joël de René, Henri Laborie, Henri Atlan, Michel Serres, Jacques Robin, Michel Rocard, Jacques Attali, René Passet, Jacques Delors, etc. Eh bien, ces livres se sont imposés à moi, je dirais en quelque sorte comme une grande évidence, comme si je les avais en quelque sorte toujours connus, comme si leur pensée, ou en tout cas la forme de leur pensée, était évidente. Donc observation, pour résumer, j'ai grandi avec des parents atypiques, à l'histoire atypique, avec des regards décalés, qui m'ont obligé à faire, dès le plus jeune âge, ces pas de côté qui vous amènent à voir les autres autrement. Parmi les souvenirs marquants de mon enfance, mon père me faisait aussi, Laurent le sait,
apprendre par cœur dès le plus jeune âge 2 phrases et s'assurer régulièrement que je les avais bien en tête. En quelque sorte, il voulait pointer 2 idées qui lui paraissaient essentielles comme 2 points de repère en toutes circonstances de la vie. Alors tout d'abord, Nicolas Boileau, avec cette phrase que vous connaissez tous, évidemment, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Donc je connaissais cette phrase par cœur dès l'âge de 4 ans. Et Henri Lavoisier, avec une autre formule très connue, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Phrase qui vaut sur le plan scientifique, c'est ce que nous apprend notamment la thermodynamique, mais cette phrase vaut aussi, bien sûr, de manière métaphorique sur un plan métaphysique. Enfin, mon père m'a laissé aussi le souvenir de sa profonde émotion, allant jusqu'aux larmes, devant certaines formes d'injustice dans le monde et notre impuissance en tant que collectivité humaine à y faire face. Quelque chose de très marquant quand vous êtes gamin. De quelques mots, je terminerai par ma mère, qui aujourd'hui 90 ans passés, et qui vit en maison de retraite, et qui nous suit d'ailleurs peut-être en ce moment, parce que ma mère, sachez-le, possède son propre compte Twitter. Je dirais simplement que ma mère a toujours été la personne la plus forte de toute la famille, celle qui, en toutes circonstances, n'a jamais baissé les bras, malgré les épreuves, malgré la disparition douloureuse de ses parents, celle de mon père, et aussi malgré sa chute dans un escalier qui l'a définitivement handicapé. Ma mère qui regarde toujours vers l'avenir, qui me donne l'exemple, ainsi qu'à tous ses proches, qu'il faut toujours regarder vers l'avenir et qu'il ne faut jamais faire de l'observation du passé un prétexte à la nostalgie. Ma mère, qui avec une confiance illimitée m'a toujours donné foi en mes propres capacités et qui m'a transmis une force incroyable. Il y a cette fameuse phrase de Freud que vous connaissez peut-être, qui exprime cela de façon merveilleuse, qui dit « Celui qui est aimé par sa mère sera un conquistador ». Mon père, donc, la force déstabilisatrice, encouragée, soutenue par ma mère, la force stabilisatrice, j'ai vécu très exactement dans cette tension-là. Je poursuis le récit. Mes autres pas de côté, je les ai faits en nourrissant le goût des voyages. Ma mère avait eu la bonne idée de m'inscrire dès l'âge de 14 ans à des voyages d'études organisés chaque année durant les vacances d'été par un père, professeur d'histoire et de philosophie dans un lycée de Strasbourg. Nous étions ainsi une quarantaine de collégiens et de lycéens à nous promener en autocar chaque été à la découverte de l'Europe, en Grande-Bretagne, en Italie, mais aussi en Grèce et en Turquie. Alors, concrètement, ça veut dire que aller en Turquie, ça veut dire 2 semaines de voyage et environ 7000 km aller-retour depuis Strasbourg. Presque personne ne faisait cela à l'époque, et nous étions en ces années-là des espèces d'aventuriers. Je ne dirais plus du tout ça aujourd'hui, mais pour l'époque, nous étions des aventuriers. Il faut évidemment avoir à l'esprit qu'en cette période aussi, très peu de gens voyageaient en avion, puisque l'avion était encore très cher. Et je me souviens en particulier d'un événement qui m'a profondément marqué au retour du voyage en Turquie, lors de la traversée de l'ex-Yougoslavie, en particulier du Monténégro. L'un des ponts que nous devions traverser était bloqué, pour une raison qui est totalement inconnue, par une grosse pierre au milieu du pont. Le chauffeur de l'autocar a dû improviser en faisant un détour d'une vingtaine de kilomètres et d'environ 3 heures, en empruntant une toute petite route sillonnant à travers la montagne. J'ai eu alors une espèce de choc. J'avais 17 ans. C'était la toute première fois de ma vie que j'étais réellement confronté à la vue directe de la pauvreté. Celle des enfants, notamment. Je voyais cette pauvreté pour de vrai, pas comme à la télévision avec cette distance qui nous met à l'abri. Et j'en ai été profondément marqué par cet événement qui n'a pourtant duré que quelques minutes de ma vie. Ce goût des voyages, de la découverte, cette recherche aussi de l'émerveillement, d'une certaine manière, de la rencontre de l'inconnu, m'est resté de façon très profonde. Et chaque année, depuis maintenant plus de 30 ans, même si j'aime beaucoup la France, je passe mes vacances d'été à voyager à l'étranger. Car je me sens aussi, comme beaucoup évidemment, d'abord et avant tout un citoyen du monde. Je profite quand même de l'occasion pour dire que
je suis toujours aujourd'hui profondément choqué par notre manière d'aborder collectivement la question des flux migratoires. On accueille si peu au regard de ce que nous pourrions faire. En guise d'observation, je voudrais simplement évoquer un mot d'Emmanuel Lévinas qui rappelle qu'il ne faut pas se contenter d'être au monde, qu'il ne suffit pas d'être sûr de son bon droit, d'être sûr de sa place au soleil, légitimé par la généalogie ou le mérite. Car dans l'occupation d'un quelque part, c'est peut-être la place d'un autre qui est occupée. Ainsi, Lévinas, vous le savez, nous rappelle ce qu'il nomme l'impératif éthique « personne n'est chez soi ». Poursuivons nos pas côte à côte. Je dois vous faire part de l'un des événements les plus décisifs de mon existence vers l'âge de 14 ans. Alors que nous avions, comme tout le monde, ou presque, plusieurs dictionnaires à la maison, dont le Larousse, dictionnaire encyclopédique par excellence, l'un de mes cousins, de 15 ans mon aîné, qui avait fait des études de philosophie, m'offre le dictionnaire Le Petit Robert, dictionnaire de langue par excellence. Alors, je ne vais pas développer, mais ce cadeau a joué un rôle considérable dans ma vie, car c'est à ce moment que j'ai découvert que j'avais une vraie passion pour la langue, pour les mots, avec leur richesse et leur précision. J'ai par ailleurs découvert très tôt que j'aimais les textes et la poésie, que j'aimais non seulement la lire, mais bien plus encore la réciter, c'est-à-dire interpréter les textes pour en faire ressortir le sens au travers des émotions. L'exercice de récitation avait toujours été pour moi l'un des plus grands plaisirs, jusqu'à la fin de la classe de 3e, puisqu'après ça s'arrête. Et puis aussi à la même période, j'ai eu la chance que ma professeure de français annote l'une de mes rédactions d'une remarque qui a eu sur moi l'effet d'un détonateur. J'avais en effet écrit une phrase, alors je ne pourrais plus vous dire exactement laquelle, mais je me souviens de sa construction, où j'avais juxtaposé deux termes contradictoires reliés par la conjonction « ou ». Et je m'en souviens très bien, ma professeure de français avait écrit dans la marge de ma copie, en forme d'interrogation, « Pourquoi avez-vous utilisé « ou » plutôt que « et » ?» Et donc je me souviens très bien du choc, en quelque sorte de la prise de conscience qui a provoqué cette remarque. Je venais tout d'un coup de saisir plein de choses en une seule fois. Je venais d'entrer en quelque sorte, presque officiellement, sans le savoir, dans l'univers de la pensée complexe. Je venais subitement de comprendre l'idée même de tragédie, de tragique, cette situation qui dit tout de notre humanité, ou comme pour Antigone, l'héroïne qui est à la fois coupable et innocente, coupable de désobéir à son oncle Créon en accomplissant les rites funéraires pour son frère Polynice, et innocente, car elle ne fait que remplir son devoir religieux et moral en honorant la mémoire de son frère. Un physicien aurait dit que je venais simplement de découvrir la possibilité de la superposition d'états au sens de la physique quantique. Et on l'a cité tout à l'heure, effectivement, dans l'expérience du chat de Schrödinger, le chat est simultanément mort et vivant, en tout cas à l'échelle microscopique. Et au sens de la complexité d'Edgar Morin, je venais sans le savoir de découvrir la dialogique. Poursuivons. Au lycée, j'ai suivi la voie classique. J'étais plutôt, disons, assez bon élève attiré par la science et les maths. Mais je me souviens avoir été un peu à contre-courant de mes camarades de classe, en tout cas des filières scientifiques, car en plus des maths et de la physique, j'étais également attiré par la philosophie et la littérature. J'étais par exemple le seul élève de terminale C de mon lycée à suivre les cours de littérature du XXe siècle, qui étaient facultatifs pour les terminales scientifiques. Alors je n'ai évidemment pas grand mérite à cela, mais je me souviens très bien avoir trouvé cette situation profondément aberrante. Donc observation, j'ai eu l'intuition, la conviction très tôt dans ma vie qu'il ne peut pas y avoir de stabilité, ni physique, ni mentale, sans transversalité, sans multidisciplinarité, sans transdisciplinarité. Vous connaissez peut-être cette phrase de René Thom, mathématicien, épistémologue, surtout très connu comme étant le fondateur de la théorie des catastrophes. Il dit « Tout manque de stabilité est dû à
a un défaut de transversalité. J'ai toujours eu personnellement une espèce d'inquiétude, c'est celle de devenir spécialiste d'une seule discipline. Poursuivons encore de quelques pas. J'ai donc passé mon bac, puis intégré les classes préparatoires scientifiques à Strasbourg, puis intégré l'École nationale des ponts et chaussées à Paris, dont je suis sorti diplômé en 1983, avec une spécialité en économie et en finance. Observation rapide que tout le monde, enfin que beaucoup de gens pourront partager, tellement nous sommes nombreux à l'avoir vécu. J'ai appris évidemment avec les classes prépa qu'on peut toujours se surpasser, même quand c'est très dur. Ça sert au moins à ça, les classes prépa, hein, à défaut d'autre chose. Ça vous apprend qu'il faut toujours y croire, qu'on peut toujours s'accrocher, même quand en apparence, on ne pense avoir aucune chance. Ce que j'ai pensé très longtemps, d'ailleurs, comme d'autres. Mais évidemment, il y a bien d'autres voies hein, que les classes prépa pour faire exactement le même type d'apprentissage. Autre pas de côté, le théâtre. Pour résumer, quitte à exagérer un tout petit peu, pour faire vite, quand j'étais étudiant en école d'ingénieur, je passais pas mal de temps à donner des cours de maths pour me payer mes cours de théâtre, avec une professeure de théâtre formidable, Sarah Vajda, qui est asséchée pas mal de cours plusieurs fois par semaine. Le théâtre est une espèce de passion qui d'ailleurs ne m'a pas quitté, au moins en tant que spectateur, car le temps étant limité, on ne peut évidemment malheureusement pas tout faire. Alors c'est quoi le théâtre pour moi? C'est d'abord une passion pour les textes, et c'est aussi une passion pour la théâtralité, c'est-à-dire, comme l'exprime Roland Barthes, pour le théâtre, moins les textes. C'est aussi une passion pour le jeu, pour sa capacité à dire et à faire émerger le monde dans sa vérité, dans toute sa vérité, dans toutes ses vérités, par le détour d'une construction des imaginaires. Le théâtre, c'est la vie. C'est pour vous donner 2 ou 3 citations célèbres, mais elles illustrent cela très très bien. Victor Hugo qui disait par exemple « Une pièce de théâtre, c'est quelqu'un. C'est une voix qui parle. C'est un esprit qui éclaire. C'est une conscience qui avertit. » Ou Laurent Terzieff, acteur et metteur en scène, qui disait « Le théâtre est le lieu où se rencontrent le monde visible et le monde invisible. » Ou qui disait encore « Faire du théâtre, c'est se mettre à l'écoute du monde pour en être la caisse de résonance. » Et enfin, Antoine Vitez, aussi acteur et metteur en scène très connu, évidemment. Le théâtre est un art dont toute l'ambition semble se limiter à être le laboratoire des conditions humaines. Donc, observation, pour résumer, ce que j'aime avec le théâtre, c'est qu'il nous plonge au cœur des textes, au cœur du jeu, au cœur de la théâtralité humaine, donc au cœur de l'homme et de sa complexité. Nouveau pas de côté, alors je ne voulais pas faire de service militaire, j'ai donc fait mon service national, malgré tout, en tant que civil, et je me suis porté volontaire pour être coopérant. J'ai donc été professeur pendant 16 mois dans une école d'ingénieurs en Algérie, à Oran, où j'ai enseigné les mathématiques, l'informatique, l'économie, mais aussi toutes les matières que j'avais séchées. La résistance des matériaux, la mécanique des fluides, et que je devais rattraper en urgence quelques heures avant les cours, avant de donner cours aux élèves, pour qu'évidemment ils ne se rendent compte de rien. Comme quoi, sans doute, il y a quand même une leçon à retirer, c'est que la meilleure manière d'apprendre soi-même, c'est évidemment d'apprendre aux autres. L'Algérie, c'est aussi le pays où j'ai rencontré une jeune femme algérienne qui est devenue mon épouse 2 ans plus tard. Mon observation, c'est que je me suis plongé avec ravissement dans ce merveilleux pays qu'est l'Algérie et dans la culture arabe. Et cela avant même de rencontrer ma future épouse. Une nouvelle fois dans mon existence, je me suis retrouvé à l'interface de plusieurs langues, de plusieurs cultures, dans l'entrelacement de plusieurs cultures, à cet endroit précisément qui permet de relativiser les points de vue et d'enrichir sa vision et sa compréhension du monde. Alors pour que l'histoire soit complète, cette jeune femme et moi avons divorcé, comme beaucoup de couples, une vingtaine d'années plus tard, et pour que vous sachiez tout, ou presque, de ma vie, je me suis remarié depuis, et ma nouvelle épouse est elle aussi algérienne. Nouveau pas, à mon retour de coopération, je suis entré
dans la vie professionnelle. Je n'ai connu tout au long de ma carrière qu'un seul employeur, la Société Générale. C'est un cas évidemment qui va devenir de plus en plus rare, hein, sans doute, avec les nouvelles formes de travail qui sont en train d'émerger. Je suis d'abord entré par la direction informatique, où j'ai eu assez vite des responsabilités en tant que chef de projet sur les activités de marché. J'y suis resté environ 5 ans. Ensuite, je suis passé dans l'environnement métier, où pendant 10 ans, j'étais en charge de l'ingénierie financière sur les activités de taux, de change et de matières premières, et responsable aussi des activités de refinancement à moyen et long terme de la banque, ce qu'on appelle le funding. Ensuite, je suis passé dans l'environnement situé à l'interface de l'informatique et des métiers. J'ai pris la responsabilité de ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage stratégique sur les activités de marché pendant environ 15 ans, sur différents périmètres, avec pour objectif d'aligner la stratégie d'évolution des systèmes d'information sur la stratégie d'évolution des métiers, quitte quelquefois à challenger la stratégie métier en renforçant notamment la culture d'innovation. Enfin, depuis un peu plus de 4 ans, je me suis positionné encore un peu plus en amont dans la chaîne de l'innovation, en m'intéressant à la prospective. Et depuis presque 2 ans, je suis officiellement en charge de la prospective stratégique au sein du secrétariat général de la direction des ressources et de l'innovation du groupe Société Générale, avec pour enjeu de venir éclairer en amont, il faut que je boive un peu d'eau, les innovations. Je vais la boire tout de suite. Donc avec pour enjeu de venir éclairer en amont les innovations de rupture pour en faciliter l'appropriation par nos différentes organisations. Ah, il faut que ma voix tienne, hein. Bon, je n'ai pas fini. Donc, observation, ce qui caractérise mon parcours professionnel, c'est que j'ai toujours fait le choix, alors conscient ou inconscient, les deux modalités sont vraies, de me situer sur des activités complexes, de par la nature des métiers ou la nature des produits, ou de par mon positionnement au croisement de multiples environnements ou problématiques. Le complexe, je vais le résumer comme ça, j'ai fini par le comprendre, c'est là où je me sens bien. Non pas pour essayer de réduire la complexité, on peut réduire la complication, mais on ne peut jamais réduire la complexité, mais on peut essayer en tout cas de la rendre intelligible et déchiffrable. Alors, je vais détailler un peu la deuxième partie de mon parcours professionnel. En l'an 2000, vers donc l'âge de 40 ans à peu près, lorsque j'ai pris la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage stratégique sur les activités de marché, je me suis posé la question suivante. Au fait, c'est quoi un système? Puisque les gens autour de moi, à longueur de journée, parlaient de système d'information. Et à partir de là, je suis entré au travers de multiples recherches personnelles au cœur de la systémique et de la pensée complexe. Et là, évidemment, toute mon enfance m'est revenue comme une immense vague, venant de très loin, de toutes ces années passées avec mon père, et je retrouvais là, sous de nouvelles formes, évidemment, mais comme si je l'avais toujours su. Toutes les réflexions développées par mon père quelques décennies plus tôt autour de l'idée générale de complexité. Vous voyez, c'est étrange, ce sentiment de « comme si je l'avais toujours su ». Comme j'ai plutôt tendance à vouloir expliquer aux autres ce que j'ai compris et que j'ai aussi une certaine tendance à vouloir théoriser, je me suis mis au fil des années à construire mon propre cours d'introduction à la systémique. Et là, je veux citer 3 grandes figures, 3 personnalités très importantes pour moi, qui m'ont permis de manière livresque, même si je connais ces 3 personnalités pour de vrai, pour les avoir rencontrées à de multiples reprises, de me plonger dans la systémique et la complexité, et d'en comprendre la portée, même s'il faut évidemment toujours poursuivre ses recherches et ses réflexions, puisqu'on se situe très exactement avec ces matières sur des sujets qu'on ne peut jamais épuiser. Alors ces 3 personnalités, je vais vous les citer sans ordre, hein. Il y a Joël de René, prospectiviste et biologiste très connu, qui aborde notamment la complexité au travers de la biologie. Donc,
par l'intermédiaire du vivant, le vivant qui intrinsèquement est éminemment complexe. Simplement, si vous n'avez pas encore lu, vous recommandez trois ouvrages, en tout cas les plus marquants dans ce domaine, le macroscope vers une vision globale. Donc l'idée du macroscope, c'est l'idée de disposer, par comparaison avec le microscope ou le télescope, le premier permettant de voir dans l'infiniment petit, le second dans l'infiniment lointain. Le macroscope, c'est l'idée d'avoir un outil qui permet d'explorer l'infiniment complexe. Deuxième ouvrage, L'homme symbiotique, regard sur le troisième millénaire. C'est un livre écrit en 1995, vous pouvez le lire aujourd'hui, vous avez l'impression que ça a été écrit hier, quasiment. Et puis le tout dernier ouvrage qui s'appelle La symphonie du vivant, que je vous recommande également, et qui traite de différents sujets liés précisément à la théorie générale de l'évolution, en mettant en parallèle la génétique, l'épigénétique, la mémétique, donc l'équivalent de la génétique, mais pour la culture, et puis, je ne vais pas développer, l'épimémétique. Deuxième grande figure, alors je ne vais pas développer longtemps ici, évidemment Edgar Morin. Je ne vais même pas vous recommander ses livres, enfin, vous lisez Edgar Morin, la méthode ou tout ce que vous voulez autour. C'est complètement passionnant et ça m'a profondément inspiré. Troisième personnalité, c'est Jean-Louis Lemoigne. Alors Jean-Louis Lemoigne, il a contribué notamment au dernier ouvrage, publié en février dernier sous la direction d'Edgar Morin et de Laurent Bibard, intitulé, je le rappelle, « Complexité et organisation, faire face aux défis de demain ». Jean-Louis Lemoigne est ingénieur de formation, il a fait l'école centrale, et il a, notamment pour moi qui était aussi de formation d'ingénieur, une approche très très intéressante puisqu'il a proposé en fait une modélisation de l'idée de système. Et je vous recommande vivement, et c'est d'ailleurs accessible gratuitement sur Internet, des travaux très, très détaillés, très fournis, qu'il appelle la théorie du système général, théorie de la modélisation. Alors, si vous avez le temps, plongez dans ces travaux, c'est tout simplement passionnant. Jean-Louis Lemoigne aussi, qui a beaucoup travaillé sur l'idée de constructivisme et d'épistémologie constructiviste. Alors je veux, il n'est pas là aujourd'hui, mais lui rendre un hommage tout particulier, tellement il m'a inspiré, je dirais de façon tout à fait directe, dans mes propres réflexions sur l'idée de système. Assez rapidement, j'ai été convaincu, comme Jean-Louis Lemoigne d'ailleurs, qu'il fallait inscrire la systémique dans un cadre phénoménologique et constructiviste. Alors vous l'avez peut-être en tête, Jacques Derrida disait qu'il n'y a pas de hors-texte. Et ainsi, j'ai voulu, dans mes propres travaux, faire du commentaire sur le système un élément de définition du système. Et j'ai développé l'idée que tout système est une relation entre un sujet observant, plus précisément interagissant, et un objet observé, plus précisément interagi, en reprenant l'expression un peu inhabituelle utilisée par Gilles Deleuze. Et si on part de la fin, pour faire très vite, on peut donner comme définition de la notion de système, dans un cadre phénoménologique, que tout système est au premier niveau une structure organisée et organisante, qui fonctionne et se transforme. Au second niveau, une boîte noire en interaction avec un environnement par rapport à des finalités. Et au troisième niveau, un objet dont la réalité est située par ou pour un sujet, construite par ce sujet à certaines échelles, au travers de catégories de langage, de pensée et d'action. D'où une réflexion que je ne vais pas développer ici sur la notion de sujet, au sens philosophique, à partir de Kant notamment. Je vais simplement rappeler deux, trois phrases très signifiantes de Kant sur ce thème. Kant dit par exemple, le sujet impose ses catégories au réel qu'il n'atteint jamais, sinon comme représentation. Ou encore que toute conscience ne peut connaître un être ou quelque chose qu'au travers de son apparence phénoménologique. Ou encore que la vérité ne doit pas être définie par rapport à l'objet,
mais par rapport aux capacités du sujet connaissant. Réflexion aussi à partir du CERL. Là aussi, pour faire très vite, deux, trois formules rapides. L'objet ne nous est pas donné, il est une construction de l'esprit. Phrase ensuite, une des plus importantes à retenir, c'est, à la différence du cogito cartésien, Husserl le dit, « Je pense quelque chose, donc je suis ». Autrement dit, la conscience est toujours conscience d'un objet. Ou encore, notre image de la réalité est le produit de l'esprit humain en interaction avec cette réalité et non le reflet de la réalité elle-même. Donc, pour le dire vite, la phénoménologie et le constructivisme, notamment donc Kant et Husserl, mais pas que, s'opposent à l'idée très ancrée dans l'inconscient collectif, notamment français, d'objectivité absolue contenue implicitement dans le cogito cartésien, donc le fameux « je pense, donc je suis », cogito qui sépare le sujet qui pense de l'objet pensé. Mes réflexions se sont également développées rapidement autour de Maslow. Alors Maslow, vous connaissez, hein, c'est ce psychologue et spécialiste de la motivation. On connaît tous la pyramide de Maslow. Mais Maslow s'est aussi intéressé à la question de la diversité des catégories. Et il y a aussi une phrase que vous connaissez peut-être, qui est très, très connue, qui est extrêmement importante de par ses conséquences, qui dit « Si vous n'avez qu'un marteau, tous les problèmes sont des clous ». Il y a aussi Wittgenstein, le philosophe, spécialiste du langage, avec la notion de relativité linguistique, qui dit par exemple « Les limites de mon langage signifient les limites de mon propre monde ». Benjamin Liborf, linguiste et anthropologue, qui explique que les catégories linguistiques influencent la perception et la cognition, avec l'idée que nous sommes enfermés dans nos habitudes linguistiques, que la pensée reflète le langage. On pense comme on parle, et non pas l'inverse. Et que l'arrière-plan linguistique structure la pensée et construit une image du monde. Donc en résumé, que le langage crée la réalité. Toutes ces réflexions s'appuient bien sûr aussi sur les travaux de l'école de Palo Alto, avec notamment Grégory Bateson et Paul Václavic, pas que. École de Palo Alto qui a été, vous le savez, au cœur du développement de la pensée systémique aux États-Unis, à partir notamment du milieu de la Deuxième Guerre mondiale. École qui a posé notamment que l'interaction, le concept même d'interaction devait être pensé comme l'élément central d'analyse des systèmes et des organisations. Alors, mon cours d'introduction à la systémique permet notamment de mettre l'accent sur le pouvoir d'intelligibilité et le pouvoir clinique des concepts de l'approche systémique en faisant intervenir 3 temps, ou pour le dire d'une autre manière, 3 niveaux de réalité que sont la vision du monde, la stratégie et l'organisation. Alors j'essaierai dans quelques instants, en seconde partie, de vous faire une espèce de résumé de cette approche. Puis je me suis intéressé, en m'inscrivant au croisement des concepts de système et d'innovation, à développer l'idée d'innovation systémique, c'est-à-dire une forme généralisée d'innovation qui consiste à introduire du nouveau dans tout ce qui constitue une entité en tant que système. De là émerge l'idée d'une innovation qui articule innovation paradigmatique, autrement dit tout ce qui touche à la vision du monde, innovation relationnelle, tout ce qui touche à la stratégie, et innovation organisationnelle. Puis je vous disais, je me suis positionné depuis environ 4 ans, encore un peu plus en amont dans la chaîne de l'innovation, en m'intéressant à la prospective. C'est l'idée des pas dans le temps. C'est l'idée d'interagir par l'imagination avec d'autres espaces-temps comme champ d'expérimentation pour mieux appréhender le présent. C'est l'idée, en quelque sorte, d'adopter la posture d'un historien du futur et de raconter rétrospectivement ce qui a pu se passer entre aujourd'hui et un temps situé devant nous, qu'on appelle l'avenir,
mais qui n'est rien d'autre que l'ensemble des futurs possibles. Là aussi, j'essaierai de vous dire quelques mots en deuxième partie de la démarche prospective. La prospective, c'est fondamentalement l'idée d'explorer le premier temps, le premier niveau de la systémique, c'est-à-dire d'explorer la vision du monde. La prospective, c'est aussi, par voie de conséquence, fondamentalement, une réflexion qui cherche à éclairer les décisions du temps présent, une réflexion sur le temps de l'action présente par le détour d'une réflexion sur l'avenir. La prospective incite ainsi chaque prospectiviste, ou devrait en tout cas inciter chaque prospectiviste, à développer une éthique de l'action. J'y reviendrai. Oui, je vais m'arranger pour couper 2-3 choses. Alors, je dirais que pour ce qui me concerne, depuis 2 ans, depuis que je suis officiellement en charge de la fonction de prospective stratégique, je fais le choix, dans le prolongement de mon histoire personnelle, et aussi de mes convictions, donc, d'une prospective engagée. Car, inévitablement, regarder le monde, c'est évidemment, selon moi, dans une perspective phénoménologique, vouloir agir le monde. C'est précisément en voulant comprendre le monde, comprendre l'autre, vouloir aller vers l'autre, aller à la rencontre de l'autre. Et c'est finalement avec la conscience de notre vulnérabilité commune, vouloir aimer l'autre et le monde. En tout cas, c'est ce que je soutiens. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut, et cela déborde évidemment le cadre de la prospective, tout en l'incluant, il nous faut prendre soin dans l'interaction de soi, des autres et du monde. Et je suis en particulier convaincu qu'il nous faut développer les notions d'altruisme et de compassion au sens de la philosophie morale et politique, au sens d'une éthique de l'action, au sens d'une éthique agissante. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette première partie. Et je vais peut-être essayer de faire l'exercice de synthétiser quelques éléments clés sur ces 3 domaines. Donc la systémique, la prospective et l'altruisme. Donc je commence par la systémique. La systémique, vous l'avez compris, consiste moins à raisonner sur les objets, des personnes ou des organisations, séparés les uns des autres, que de raisonner en termes d'interaction, de lien, de coévolution entre les objets, les personnes et les organisations. Ainsi, il s'agit de mettre en avant une approche globale et intégrative, centrée sur la logique et la valeur des interactions et des interdépendances que nous développons, tant à l'intérieur d'une organisation qu'à l'extérieur, avec l'environnement et les parties prenantes. L'une des plus belles citations de cette idée, c'est-à-dire que l'essentiel de la valeur se situe dans les interactions, est sans doute cette très belle phrase d'Albert Jacquard « Nous sommes les liens que nous tissons avec les autres ». Il ne dit pas « nous sommes faits des liens que nous tissons avec les autres », mais nous sommes, de manière ontologique, les liens que nous tissons avec les autres. Alors, je vais rappeler très rapidement quelques idées clés de la systémique, notamment pour l'entreprise, tant la systémique est un cadre de pensée particulièrement fertile pour aborder l'innovation ou la prospective. Si on voulait résumer l'approche systémique d'une phrase, on pourrait dire qu'il s'agit d'amener le monde extérieur à l'intérieur d'une organisation. En anglais, on dirait qu'il s'agit de développer une approche outside in. L'idée première est que tout système, quelle que soit son échelle, organisme, organisation, que tout système vivant n'existe qu'en interaction avec un environnement. Il s'agit notamment de considérer, si on laisse de côté les contraintes légales ou les contraintes de cybersécurité, que l'environnement n'est pas extérieur à une organisation, comme détaché, comme détachable de cette organisation, mais qu'il fait partie intégrante
de cette organisation de manière quasiment ontologique. Il s'agit de concevoir que l'existence même de l'entreprise tient pour l'essentiel dans son aptitude à processer son activité dans et avec son environnement, bien plus qu'à construire des processeurs internes ou des processus internes. Élaborer son activité en prise directe sur le monde, c'est ainsi avoir d'emblée accès à d'immenses gisements, non seulement de données, mais aussi, entre guillemets, de processus ou de processeurs externes. Autrement dit, il ne s'agit pas tant de recréer à l'intérieur de l'entreprise le monde extérieur, comme pour s'en protéger, mais il s'agit d'agir dans le monde, avec le monde, d'agir le monde, tant pour en faire émerger une représentation intelligible et actionnable que pour nourrir durablement l'activité de l'entreprise. Alors, comme le temps est limité, je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui. Je vais simplement, pour faire écho à ce qui a été dit aujourd'hui, indiquer que lorsqu'on est dans un raisonnement systémique, on a besoin effectivement de distinguer trois niveaux systémiques qu'on peut appeler la vision du monde, la stratégie, l'organisation, qui sont en même temps trois temps de réflexion. Alors, ce n'est pas linéaire, parce qu'évidemment, tout ça, ça boucle, et on peut et on doit faire boucler ces trois niveaux en permanence. Le premier niveau, donc, c'est la vision du monde. C'est la question du pourquoi, en un mot. Il s'agit, je dirais, pour chacun de réinvestir, de reconstruire sa propre vision du monde, avec à la fois hardiesse et humilité. Tout part de la vision du monde. Et c'est là probablement, même très certainement, le principal défi à relever à titre individuel ou sur le plan collectif. Et il s'agit notamment, lorsqu'on est un dirigeant, de faire trois choses, d'actionner trois verbes, trois formes verbales. La première, c'est de se réapproprier le monde. Se réapproprier une représentation du monde, de manière quasiment sensorielle, comme un enfant. Il faut, pour se remettre au contact du monde, retrouver la naïveté et l'esprit rebelle de cet enfant qui s'étonne, en essayant de laisser de côté ses certitudes et ses schémas de pensée préétablis. Et évidemment, ce n'est pas facile. Deuxième verbe, il s'agit de verbaliser, de mettre notre perception du monde en mots, en récits, pour construire et partager un nouvel imaginaire. Il s'agit, en construisant ce récit, en nommant, de raconter l'histoire du monde qui vient, pour tenter de recréer le sens et d'inscrire ce sens dans le temps présent. Troisième verbe, il s'agit d'incarner cette vision du monde auprès de ses propres collaborateurs en montrant le chemin, tout en reflétant ce que le monde recèle d'incertitude, de rupture et de potentiel. En incarnant une vision, un leader porte le sens, au point que sa parole devient libératrice, en déjouant les multiples injonctions paradoxales qui enserrent les organisations, ce qui permet de libérer l'intelligence collective. Deuxième temps de la systémique, c'est la stratégie. C'est la question du quoi, ou la question du pourquoi en deux mots. Penser ou repenser la stratégie par rapport à une nouvelle vision du monde, c'est tenter de répondre à deux questions. La première, c'est comment positionner l'entreprise dans ses relations avec son environnement et ses parties prenantes. C'est se demander ce que deviennent les objectifs relationnels de l'entreprise avec ses parties prenantes, clients, collaborateurs, mais aussi régulateurs, actionnaires. En termes marketing, on dirait que deviennent les promesses de l'entreprise. D'une manière encore plus précise, associées à quelle preuve de promesse. Vous connaissez cette phrase de Jean Cocteau qui dit « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ». Évidemment, ce n'est pas la partie la plus facile, parce qu'il s'agit dans la stratégie de tenir ces promesses. Là, on est vraiment au cœur de la difficulté pour l'entreprise. Deuxième question, c'est que deviennent les finalités de l'entreprise? Par exemple, dans le secteur bancaire, on a connu autrefois comme seule finalité, j'étais dans une banque publique au départ, on ne connaissait que le chiffre d'affaires, puis on a connu le résultat net, puis le return on equity, puis on est passé sur de la profitabilité durable et responsable. Donc il faut avoir en tête que sur le long terme, les finalités de l'entreprise peuvent être challengées, doivent évoluer de façon volontaire ou en accompagnement d'un mouvement plus général.
Le troisième temps, je ne vais pas le développer, c'est l'organisation. Alors, ce qu'on fait dans toutes nos écoles, commerce, d'ingénieurs, les universités, on passe notre temps à expliquer aux gens comment optimiser l'organisation. Enfin, et puis les exercices de la journée montrent bien que c'est effectivement la préoccupation première. On optimise, on cherche la meilleure manière de mettre ensemble des ressources pour que ça fonctionne le mieux possible, avec une capacité de transformation qui adapte le mieux possible cette organisation au monde extérieur. La difficulté, on l'a vu aujourd'hui, c'est qu'on aborde souvent la question de l'organisation en faisant totalement abstraction des deux premiers niveaux systémiques, que sont la vision du monde et la stratégie. Donc on ne sait pas quelles sont les finalités que doit servir cette organisation. Et donc là, il y a une question qui est tout à fait majeure dans la façon même de penser l'entreprise, de penser l'idée de système et la manière de faire évoluer ce système. Là aussi, je vais très vite, donc je saute plusieurs pages pour tenir les temps à peu près. Je vais vous parler très vite de la prospective. J'en ai déjà dit quelques mots. Je pense qu'associer la notion de prospective, il faut d'abord avoir bien en tête qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui notamment qui sont liées à cette notion de l'accélération, l'idée que tout va beaucoup plus vite qu'avant. Et qu'on a finalement un défi collectif quand on est dans une entreprise, c'est notamment pour des dirigeants, c'est d'être capable, en écho à ce que je disais précédemment, être capable de raconter l'histoire du monde qui vient. On a besoin de se fédérer autour d'une représentation collective, autour d'un imaginaire, nécessairement un imaginaire, puisqu'on parle de quelque chose qui est de l'ordre du futur. Et symboliquement, on le sait tous, on est beaucoup plus éloigné aujourd'hui de l'an 2000 que de l'année 2030. Alors évidemment, sur le plan numérique, c'est vrai, mais surtout de manière très symbolique, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus éloigné d'un monde sans smartphone que de l'intégration à grande échelle de toutes ces innovations de rupture que sont les plateformes digitales, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, ou l'Internet of Everything, la blockchain et potentiellement bientôt l'informatique quantique. Donc la question, c'est comment on fait pour passer d'un monde à l'autre, alors que nous sommes dans une révolution technologique qui ouvre une nouvelle ère de l'information, mais aussi de la relation. Et ça entraîne une véritable révolution anthropologique, puisqu'il nous faut à la fois repenser nos façons de vivre, de penser, de communiquer, d'apprendre, de travailler ensemble, d'aimer. Évidemment, ça nous questionne aussi en tant qu'humanité, dans notre devenir, nos projets et nos valeurs. Et donc, pour le dire très vite, je pense qu'il faut penser de façon très explicite l'idée de métamorphose qui est chère à Edgar Morin, car il nous faut à la fois penser en rupture, parce que le monde évolue par saut, et agir en continuité pour préserver, autant que faire se peut, l'essence même de nos ressources, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui composent les différentes organisations humaines. J'aurais voulu vous dire, je vais vous donner que les titres, que je crois profondément qu'il faut développer aussi une prospective du désir, un peu dans le prolongement de toute la réflexion philosophique à partir de Spinoza, que le désir est l'essence même de l'homme. Et de mon côté, j'ai construit une espèce de formulation que je répète volontiers quasiment sous la forme de credo et que j'associe très directement aux enjeux de mon poste. Je pense qu'il s'agit de faire naître le désir du monde qui vient, qu'il s'agit de faire aimer l'avenir avec pragmatisme, dans l'ouverture et la diversité, et surtout en donnant à chacun le goût et le pouvoir de sa propre liberté. Je crois aussi qu'il faut développer une prospective participative. Je crois assez peu aux notes de prospective adressées à la direction générale. En général, ça fonctionne assez peu. En revanche, c'est beaucoup plus intéressant d'associer directement les collaborateurs au travers d'événements de sensibilisation, de présentation. Je l'ai vécu très concrètement ces dernières années sur le thème de l'intelligence artificielle. Avec mes équipes, on a fait à peu près 250 présentations, un peu plus en réalité, qui ont touché au total plus de 10 000 personnes, dont 2 000 à l'extérieur de la banque. Et lorsqu'on associe les collaborateurs à ces questions, et qu'on les associe évidemment aux questionnements, aux interrogations, aux doutes, alors on peut les embarquer de façon positive et inclusive dans un temps futur. Je crois aussi qu'il faut
j'ai commencé à en parler, qu'il faut, et j'y reviendrai, aller dans la direction d'une prospective engagée, car qu'il le veuille ou non, comme je le disais tout à l'heure, chaque prospectiviste donne à voir nécessairement sa propre vision du monde. Si je reviens un instant sur la définition de la prospective, à la différence des processus de prévision ou de prédiction qui visent à mieux connaître le futur, la prospective, en fait, n'a pour seul objectif que de s'intéresser à l'action du temps présent, même si pour y parvenir, et c'est évidemment son originalité, elle fait un grand détour par un laboratoire de la pensée qu'on appelle l'avenir, en explorant les futurs possibles. Autrement dit, pour résumer, la prospective explore les futurs possibles, voire souhaitables, donc les utopies, pour éclairer, questionner rétrospectivement les décisions du temps présent en intégrant l'incertitude au-delà de la prévision et de la prédiction. Autrement dit, et c'est une de ses caractéristiques majeures, la prospective s'inscrit dans une logique de l'action et doit donc nécessairement s'inscrire dans une éthique de l'action, et c'est en quoi la prospective ne peut être qu'engagée. Là aussi, j'accélère. Je ne vais pas le faire très longtemps. Il faudra également, ça mériterait de passer beaucoup de temps, développer tout ce qui touche à la prospective des apprentissages. Il y a un enjeu tout à fait considérable aujourd'hui autour des interrogations sur les différentes manières d'accéder à la connaissance de soi, à la connaissance des autres et à la connaissance du monde. Et sans développer ce thème, quand on reprend les sujets, entre autres, du moment, comme l'intelligence artificielle, puisqu'on est actuellement en train de vivre une espèce de co-révolution cognitive, avec à la fois l'intelligence artificielle qui est en train de bouleverser complètement la façon d'appréhender le cognitif à côté des humains, mais on vit aussi une espèce de révolution cognitive sur le plan humain, puisqu'il y a beaucoup de travaux actuellement qui sont faits, par exemple en France, par Stanislas Dehaene au Collège de France, sur les neurosciences. Beaucoup de travaux qui sont faits, par exemple, par François Tadei, le directeur du CRI, pour repenser la manière de construire la pédagogie en association directe avec la recherche. Donc il y a aujourd'hui beaucoup d'enjeux sur la manière de repenser le cognitif au sens large. Et si on repasse dans le monde de l'entreprise, l'un des grands enjeux, sans doute pour les prochaines années, c'est de trouver la meilleure articulation possible entre les DRH et les DSI. J'accélère, je vois le temps passer. Alors, malgré tout, sur la question des apprentissages, je pense que l'une des grandes questions, on l'a évoqué aujourd'hui, et c'est vraiment, je pense, un point fondamental, c'est comment faire en sorte que chaque collaborateur puisse continuer de donner du sens à sa vie, personnelle ou professionnelle, et contribuer au bien commun. Qu'est-ce qui fait du sens pour l'entreprise, pour les collaborateurs? Quel est finalement le sens de la vie, le sens de l'action? Et on devine bien, dans le prolongement aussi de la systémique, qu'il faut changer de regard sur soi, sur les autres, sur le monde. Et qu'il faut essayer de comprendre ensemble la question de la compréhension en commun, de la co-construction des représentations est essentielle si on veut avancer, et qu'il faut se remettre, et j'insiste là-dessus, au contact quasiment sensoriel du monde, si on veut comprendre ce qui se passe. Et la question des émotions est tout à fait centrale, puisque de façon étymologique, dans l'expression émotion, il y a motion, il y a la notion de mouvement. Les émotions, c'est ce qui nous met en mouvement, en résonance avec le monde extérieur. J'accélère. Je vais me parler donc de la prospective des apprentissages très vite, et je crois que nous pouvons poursuivre nos réflexions par une autre question, puisque connaître, c'est agir, et puisque faire de la prospective, c'est éclairer par l'intermédiaire d'une réflexion sur l'avenir les décisions du temps présent et poser une éthique de l'action, alors la question que nous pouvons poser est comment nous pouvons apprendre à prendre soin de soi, des autres et du monde. Et on retrouve ici, au sens large, la logique du care. Je disais tout à l'heure que la systémique peut, d'une certaine manière, se résumer d'une phrase. J'interagis, donc je suis, on a bien rappelé Laurent tout à l'heure, et en allant un peu plus loin, et en assumant le biais de vouloir agir de manière positive, je crois qu'on peut aller jusqu'à dire « je compatis, donc je suis ». Je dirais peut-être en un mot ce qu'est la compassion.
Prendre soin, c'est aussi vouloir penser explicitement le long terme et l'idée de durabilité. Je pense qu'il s'agit sans doute de penser, comme le propose notamment Jacques Attali, au travers du Forum de l'économie positive ou du Global Positive Forum, de penser non seulement le temps long, non seulement l'intérêt des générations, non seulement l'intérêt des générations futures, mais aussi ce qu'il appelle l'idée d'un altruisme intéressé. Ça semblait être une espèce d'oxymore au départ, mais sur le fond, c'est en réalité une espèce d'étape intermédiaire entre, d'un côté, l'égoïsme pur, pour simplifier, on va dire, celui des économies libérales qu'on a connues, qui pensent que le profit pour l'actionnaire est sur le court terme, et à l'opposé, l'altruisme désintéressé, on peut tous avoir en tête comme étant une espèce d'idéal ou d'idéalisme moral, mais qui est souvent difficilement accessible. L'idée de l'altruisme intéressé, c'est de dire que si on raisonne vraiment sur le long terme, et que si on essaie d'agir pour le bien de l'environnement, alors on peut mettre ça à n'importe quelle échelle, hein, on peut penser ça au niveau du globe, au niveau d'une entreprise, etc., eh bien on s'apercevra qu'on va induire une espèce de cercle vertueux où sur le long terme, ce qu'on aura donné nous reviendra en retour sous la forme de bénéfices tangibles, économiques ou financiers. Là, je voudrais simplement citer les mots d'une philosophe, Zona Zaric, que connaît Laurent, qui co-dirige le séminaire Soins et Compassion au sein de la chaire de philosophie à l'hôpital. Elle dit « Il faut prendre conscience de nos interdépendances, de nos responsabilités communes, de la nécessité d'accroître les liens de solidarité, car nous tous, nous les humains, mais aussi la planète et toutes les formes du vivant, nous avons tous, au travers de notre finitude, la vulnérabilité en partage. » Donc il s'agit de prendre soin de soi, des autres. Prendre soin de soi, c'est notamment la capacité de faire sujet, au sens de la philosophie et de la psychologie. C'est la capacité de trouver ou de retrouver le courage d'être soi, c'est-à-dire de rassembler les différentes parties de soi-même, éparpillées par la pression de la vie et la pression des événements. Et sur ce point notamment, je vous invite en particulier à vous intéresser aux travaux de Cynthia Fleury, donc qui dirige la chaire de philosophie à l'hôpital, et notamment de lire ses ouvrages les plus connus, les plus récents, La fin du courage et Les irremplaçables. J'en ai presque fini, Laurent. Il nous faut donc, je pense, aller jusqu'au bout de notre logique de l'éthique de l'action, au sens, encore une fois, de la philosophie morale et politique, et aller, je crois, au-delà même de l'idée d'empathie, qui est déjà une grande vertu, et aller jusqu'à la compassion, jusqu'à la capacité à établir un rapport compassionnel avec les autres et le monde. Alors je rappelle très vite ce qu'est la compassion au sens moderne. Ce n'est pas la pitié, même si l'étymologie des deux termes est la même, donc l'idée de souffrir avec. La compassion est la capacité à comprendre, non pas ressentir, à comprendre ce que ressent l'autre, et la capacité à agir pour l'autre. Là aussi, je reprends la définition donnée par la philosophe Zona Zaric. La compassion, c'est donc, si on commente très vite cette définition, la capacité à comprendre ce que ressent l'autre, c'est-à-dire cette personne-là, en particulier celle qui est en face de moi, et c'est dans le même temps la capacité à agir pour l'autre. L'autre, c'est cette fois-ci écrit avec un grand A, l'autre, c'est-à-dire en fait mon frère ou ma sœur en humanité, cet autre moi-même, celui ou celle qui porte le visage de tous les autres et qui est comme moi une instance de notre humanité commune. Nous sommes là très exactement au cœur de l'idée d'une éthique agissante. Enfin, prendre soin, c'est aussi tenter d'appréhender la complexité du monde, tout en essayant de s'élever en humanité. Et pour cela, nous avons plusieurs moyens à notre disposition. Il y a évidemment la violence. On ne peut pas toujours rejeter la violence. La violence, c'est parfois la seule solution ou le moindre mal pour faire face à l'insupportable. Simplement reprendre ce que disait par exemple Nelson Mandela, un combattant de la liberté apprend de façon durable que c'est l'oppresseur qui définit la nature de la lutte. Et il ne reste souvent à l'opprimé d'autres recours que d'utiliser les méthodes qui reflètent celles de l'oppresseur. Mais il y a aussi la connaissance, comme questionnement,
mise en ordre et sublimation des savoirs. Edgar Morin dit par exemple « La connaissance est la voie nécessaire pour arriver à la docte ignorance, celle qui se connaît pour ignorance à partir de sa science, celle qui frémit aux frontières de l'indicible, de l'impensable, et où l'invisible nous arrose de ses rayons. » La poésie. Il y a aussi la confiance. La confiance comme espérance ferme en quelqu'un ou en quelque chose. On en a parlé de la confiance aujourd'hui. Je trouve qu'il y a une phrase absolument merveilleuse de Christian Bobin, philosophe que vous connaissez sans doute, qui dit que la confiance est la matière première de celui qui regarde. C'est en elle que grandit la lumière. La confiance est la capacité enfantine d'aller vers celui qu'on ne connaît pas, comme si on le reconnaissait. Il y a aussi le courage, comme injonction à compresser le disperser en soi, à créer l'unité du moi. Je vais citer simplement juste une phrase de Cynthia Fleury qui dit qu'aux confins de l'absurde, de la barbarie, le courage provoque une stabilité, procure une tangence sur laquelle on peut se tenir. Et il y a enfin la compassion, cette capacité à comprendre ce que ressent l'autre et à agir pour l'autre. Là, je cite Zanazarich. Si la certitude de la finitude permet l'expérience d'une humanité partagée, seule la compassion fonde une éthique agissante. Alors là, j'en ai fini. J'ai encore quelques mots de conclusion. J'ai fini. Alors, 1 minute, c'est pas possible. D'accord. Je regarde tout ce que je saute au passage. D'accord, je saute tout ça. Bon, alors une toute dernière phrase, finalement. C'est la plus importante. Emportez-la avec vous, gravez-la. Je voudrais simplement vous dire que, souvenez-vous toujours que finalement, la complexité, ce n'est rien d'autre qu'une histoire d'amour. Puisqu'au fond, il ne s'agit de rien d'autre que de faire lien, de prendre le risque d'aller vers l'autre, à la rencontre de l'autre et de l'aimer. Bernard, merci infiniment de cette face cachée merveilleusement dévoilée pour le coup. Prenons un moment pour échanger ensemble. Moi, je suis extrêmement touché de la manière dont tu avais prévu et tu as conclu cette présentation et qui a été immensément riche à partir d'un parcours personnel dont les enjeux vastes, intellectuels, pratiques, vivants, moraux ont été extraordinairement présentés. Je voudrais juste souligner, comme tu viens de le dire d'ailleurs, il y a beaucoup de points communs qui ont été abordés, et c'est tellement vaste que tôt ou tard, on les trouverait. Le langage, une mère qui traduit les langues dans sa propre famille pour que la compréhension passe, c'est gigantesque, et tu es revenu abondamment sur le langage. Nous avons parlé essentiellement de communication en commençant dès ce matin sur le rapport entre théorie et pratique, sur le rapport entre victimes capables de devenir plutôt quelqu'un de créateur. Tu y es revenu. Et cet après-midi, nous avons rencontré des enjeux gigantesques autour des difficultés, de la complexité d'une communication véritablement efficace et ouverte dans des contextes parfois délétères quand une information n'est pas reconnue et partagée. Merci d'avoir conclu avec ce mot d'amour pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que nous allons rebondir ensemble sur ce qu'il en est, mais voilà, prenons quelque temps pour fréquenter un peu ce que Bernard Georges vient de nous dire et ce qu'il vient de nous proposer. Est-ce qu'il y a des réactions, des commentaires, des questions, des offrandes? Oui, bonjour Bernard. Je vous connaissais pas. Oui, je vous connaissais pas a priori. Je suis Christophe Ketterlé, peu importe mon nom. Je me suis reconnu dans votre histoire parce que je suis passé par à peu près toutes les étapes que vous décrivez.
La pensée complexe, moi je la connais en tant que scientifique. Donc je suis un biologiste systémique et j'ai fait de la modélisation des systèmes très complexes, du vivant, en cancérologie, bon, peu importe. J'ai été touché par ce que vous me disiez, parce que moi aussi j'étais très attiré par le théâtre, par la littérature, par la science-fiction, par la prospective, par des choses un peu ésotériques aussi des fois. Voilà. Donc, et au jour d'aujourd'hui, bon, j'ai fait une certaine somme, un peu comme vous le faites, et c'est pour ça que ça me plaît, votre discours, une sorte de somme de connaissances, de somme d'expérience avec un recul. Mais pourtant, dans votre discours, j'ai tiqué à 2 reprises. J'ai tiqué sur le langage, sur la façon dont l'entreprise peut construire un futur et en quelque sorte l'imposer à la société. Ça, c'est peut-être pas ce que vous avez dit précisément, mais je sens que c'est ce qui arrive. Quand on pense que Noam Chomsky, vous connaissez Noam Chomsky, le linguiste, dit qu'un langage, les éléments de langage qui sont utilisés peuvent influer et construire la pensée dominante de la société, c'est sur ce point-là que la réflexion que vous faites est super intéressante, mais quelque part me fait peur. Je partage très exactement ce que vous dites. Pour situer par rapport, je ne sais pas si tout le monde était là ce matin, parce que Laurent a parlé de Socrate. Il faut que vous sachiez que les prospectivistes sont plutôt sur la partie droite du tableau. Ils sont plutôt du côté de Socrate et moins du côté d'Athènes, même si c'est un peu plus complexe que ça et que pour survivre, il faut de temps en temps faire un petit détour du côté d'Athènes. Là, je tiens un propos en tant que prospectiviste. Et donc, la prospective, je n'ai pas le temps de le développer, mais c'est très exactement l'idée de faciliter l'ouverture d'abord d'un système, d'une organisation, donc d'une entreprise sur le monde extérieur. Moi, ce qui me choque le plus, c'est aussi en résonance par rapport à ce qu'on a pu observer aujourd'hui, c'est à quel point, je le disais très vite, on passe du temps à s'optimiser entre nous, dans l'entre-soi. Donc évidemment, ce que décrit très bien toute la sociologie des organisations, Crozier, Friedberg, etc., on installe nos relations de pouvoir dans la création des zones d'incertitude, dans l'écart entre l'organisation réelle et l'organisation nominale. Mais ça nous permet effectivement de faire plein de choses, passer beaucoup de temps à remplir des tableaux. Mais ce faisant, tout le temps qu'on passe là-dessus, c'est du temps qu'on ne passe pas à réfléchir à la manière dont le monde évolue, à la manière dont on peut se construire une représentation du monde, la manière de s'impliquer dans la relation avec le monde. Parce qu'encore une fois, je pense que l'essentiel de l'entreprise, de manière quasiment ontologique, ce n'est pas ce qu'elle fait à l'intérieur, c'est comment elle interagit avec le monde extérieur. Sa subsistance première, elle est située à ce niveau-là. Ce qui se passe à l'intérieur, c'est presque secondaire. Alors, ça peut peut-être choquer certains, mais ce qu'on décrit très bien en systémique, notamment en cybernétique, pour prendre un exemple, un peu caricatural, mais ça donne au moins l'idée, c'est que si on dispose au pôle Nord de tout un ensemble de ressources qui vont bien, je ne vais pas dire lesquelles, les ressources qui vont bien, en tout cas suffisamment diversifiées, et qu'on donne à ces ressources pour objectif de survivre, alors on verra émerger, au bout d'un certain temps, au bout d'un certain nombre d'itérations, de boucles récursives et réflexives, les caractéristiques comportementales d'un ours blanc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier niveau de détermination qui pèse sur un système, sur une entreprise, c'est d'abord la logique des interactions avec l'environnement, et ce sont les finalités que pose cette entreprise par rapport au monde extérieur. Et la question de l'organisation derrière, c'est important, mais c'est secondaire par rapport au premier point que je viens de vous citer. Et les 2 points sont eux-mêmes secondaires par rapport à la vision que vous construisez par émergence dans les relations que vous développez avec l'environnement. Donc moi, je suis très frappé, alors je le dis notamment dans ma fonction de prospectiviste, et je suis halluciné même, quand je dis frappé, c'est rien, par le peu de temps que les gens passent à l'extérieur de l'entreprise. Pour moi, c'est de la folie furieuse. On pourrait tellement gagner du temps, de l'efficacité, de la cohérence, du bien-être pour soi, pour les autres, si on passait, alors Google ou d'autres entreprises proposent de passer une journée par semaine à l'extérieur. Je pense qu'une journée, ce n'est pas suffisant. Je pense qu'en passant 2 jours, avec les 3 jours qui nous restent, et ce qu'on aurait appris sur les 2 jours,
on irait tellement plus vite et on ferait des choses tellement plus intelligentes qui serviraient directement la stratégie et la vision du monde. Bon. Je trouve remarquable ce propos parce que ça veut dire que les faces cachées ont vraiment du sens. Hein. C'est-à-dire quand on parle de soi, d'une partie de soi qui n'est pas au travail directement, le nez sur le travail, il y a une véritable libération de la pensée et du questionnement. Un point pour signaler que parmi nous aujourd'hui, une personne est présente qui travaille sur comment dire, ce que font les gens en dehors du travail et en tant que matière, aliment pour leur vie professionnelle. Tout à l'heure, nous en parlions. Moi, je souhaite ajouter juste un point à propos, et je trouve que la chaire joue ici pleinement son rôle. Je vous remercie beaucoup d'avoir fait cette remarque sur l'inquiétude au sujet du langage. Et c'est le rôle de la chaire, je trouve, que de permettre que s'expriment des inquiétudes et de les travailler. Très rapidement sur un point, Chomsky est un des linguistes classiques, et je veux dire saussuriens, qui accorde au rapport entre signifiant-signifié l'essentiel de l'importance de la linguistique, en n'allant pas jusqu'aux références, qui s'appelle le référent en linguistique, c'est-à-dire l'objet extérieur réel, et en n'accordant pas au langage parlé le statut d'objet de la linguistique. Et ça a été très longtemps un très très profond problème de la linguistique qui a été le symbole même de ce qu'on a appelé le structuralisme, s'intéressant à des structures dont on est prisonnier. Si le langage est considéré comme une structure qui nous parle, comme dit Roland Barthes, plutôt qu'on ne le parle, là on est prisonnier pour un futur très long. Et il n'y a même pas besoin de prospective. Et en revanche, je souhaite signaler que la linguistique a découvert depuis à peu près 50 ans, 40 ans, allez, parallèlement à Chomsky, avec par exemple Benveniste et Claude Agege, qu'il fallait réintroduire, y compris le dialogue que nous entretenons maintenant, par exemple, depuis ce matin, comme thème de la linguistique. Et quand on introduit le dialogue comme thème de la linguistique, on introduit des notions comme celle de la liberté, de la souveraineté du sujet, de la capacité d'interroger, de la capacité de dire non. Et donc, première peut-être possibilité de désenclavement, c'est de ne pas limiter le regard sur la linguistique à des linguistes qui pensaient pendant longtemps que le dialogue ne fait pas partie du langage. Aussi paradoxal que ça paraisse, hein, d'ailleurs. Mais du coup, nous parlons ici, nous démentons déjà peut-être l'inquiétude en route. J'en dis pas plus long, pardon, parce que je voudrais repasser la parole à Bernard Georges pour les échanges. Peut-être une dernière question et continuons après à échanger autour du cocktail qui vous est proposé. Y a-t-il peut-être une autre question? Oui. Alors c'est toujours un plaisir de vous écouter. C'est précis, c'est simple et on comprend vraiment très bien qu'est-ce qu'est la complexité. Vous avez parlé de finalité. Ok, mais dans l'entreprise, souvent, les entreprises confondent les moyens et la finalité. Aujourd'hui, on voit tout ce qui est numérisation, digitalisation, c'est pris comme une finalité alors que ce n'est qu'un moyen. Comment peut-on faire évoluer ces éléments justement de sémantique? Un moyen n'est pas une finalité. Oui, évidemment, complètement. Et alors, je vais être peut-être un peu caricatural, c'est jamais aussi simple que ça, mais il y a quand même une responsabilité majeure des dirigeants à s'emparer de ces sujets. Parce que on a, là aussi je l'observe de façon un peu systémique, si les dirigeants, je ne parle pas de mon entreprise, toutes les entreprises de manière générale, hein, c'est une question de sociologie des organisations, si on ne s'empare pas au niveau de la direction de ces sujets, alors de facto, on reporte la responsabilité sur les collaborateurs. Et on va se dire, tiens, c'est bizarre, ils n'ont pas du tout la réactivité qu'on attend par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, mais c'est juste normal. Donc après, on va leur dire, dans les commentaires sur les 360 de fin d'année, 360 degrés, on va leur dire, vous n'êtes pas assez assertif. Donc on va peut-être leur proposer de faire du sol élastique ou de prendre d'autres initiatives, apprendre à mieux parler, apprendre à coopérer. C'est souvent des détours pour cacher complètement effectivement un manque de perception profonde, un niveau managérial élevé de ce que vous dites. La question de la finalité, c'est une question qui doit être posée très très haut dans l'entreprise et qui doit s'inscrire dans un rapport direct avec la vision du monde. Et donc, moi, c'est ce que je soutiens, et d'autres, si on ne s'inscrit pas aujourd'hui autour de finalités qui sont, j'aime bien cette expression d'économie positive, hein, vraiment de Jacques Attali, c'est-à-dire à un moment où il faut penser
de façon équilibrée à la fois la rentabilité de l'entreprise, parce que si on n'a pas une rentabilité, il y a un problème économique, sauf à revoir totalement le modèle mondial. Pourquoi pas? Mais enfin, on n'y est pas. Donc il y a une logique de rentabilité quelque part, il faut la comprendre, mais ce n'est pas la rentabilité telle qu'on la concevait dans les années 70. À un moment, si on intègre... Et là, en plus, il y a une espèce de chose très, très vertueuse, c'est-à-dire que si on arrive à comprendre, et côté évidemment éthique et philosophique qui revient très vite, et ça tombe bien parce que ça fonctionne, mais si on arrive à comprendre qu'en faisant du bien autour de soi, hein, et si on contribue de façon positive sur le long terme, en aidant d'autres acteurs qui sont en interaction avec nous, mais tout le monde est en interaction finalement avec nous, hein, le monde entier, eh bien, on s'apercevra, et on peut le démontrer, c'est ça qui est intéressant, et on peut le modéliser sur le plan économique, on s'apercevra que sur le long terme, on va créer de la richesse, une richesse supplémentaire, mais la richesse au sens économique du terme, qu'on va aussi trouver sous un angle financier. Et si on ne repose pas, encore une fois, si on ne reprend pas le discours, si on ne partage pas au travers du discours un imaginaire commun autour de finalement qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, qu'est-ce que c'est que le vivre ensemble en tant que collectivité humaine au sein d'une entreprise, on sert à quoi, hein, quel est le sens qu'on veut donner à notre action? Si on ne pose pas ça, on a des véritables problèmes. On sait bien que dès que l'entreprise parle de ses valeurs, c'est de la foutaise. D'un point de vue sociologique, les valeurs, c'est très exactement ce qu'on ne sait pas faire. Toutes les entreprises affichent sous l'angle des valeurs, quelle que soit l'entreprise, c'est très exactement ce qu'elles ne font pas. Sinon, on ne l'afficherait pas, puisque c'est l'objectif que les gens doivent atteindre, par définition. Donc les valeurs, c'est ce qu'on ne sait pas faire. En revanche, donc peu importe les valeurs, ce qui est important, c'est la question du sens. Et les gens sont en souffrance lorsqu'effectivement, là où ils sont dans leur travail, ils sont pris sous l'emprise d'injonctions paradoxales qui les privent totalement de la possibilité de construire du sens dans l'action collective. Peut-être plusieurs points en quelque sorte. Ah, il y a une autre question, alors peut-être une toute dernière pour qu'on ait un petit peu de temps. Alors, je précise que j'allais parler de 2-3 personnes présentes ici qui particulièrement sont interpellables dans l'horizon des échanges qu'il y a maintenant. J'y viens dans un instant. Merci. Bonjour. Donc la complexité permet de remettre en question notre rapport au monde. De même, la RSE et l'objet social qui est en train d'être faire l'objet d'un débat public pense la responsabilité, la place de l'entreprise, la raison d'être de l'entreprise dans nos sociétés. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui par rapport à ce sens, par à cette nécessité de vision et de sens qui est un besoin chez chacun aujourd'hui et qui va en devenir un de plus en plus? Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui à se poser ces questions, de se mettre non pas en rapport avec la complexité du monde, mais à se mettre en rapport à soi, qui peut à elle-même initier une mise en rapport au monde pour une plus grande citoyenneté, une plus grande responsabilité humaine et citoyenne. Alors, on pourrait partir très longuement sur plein de développements philosophiques, mais la question du rapport au monde et du rapport à soi, enfin, ces deux questions, c'est quasiment la même question exprimée sous deux faces différentes, hein. Si vous dites qu'effectivement, pour reprendre en synthèse ce que dit Albert Jacquard, c'est je suis les liens que je tisse avec les autres. Vous voyez bien que vous n'arrivez plus à séparer le monde et vous-même, même si voilà, on est capable de définir des ontologies, qu'est-ce que c'est que la conscience, etc. Mais de manière fondamentale, on comprend bien que si je suis le monde et que le monde est moi, pour le dire de façon très simple, et que nous partageons, parce que c'est l'observation aussi, ça c'est l'avantage maintenant avec la mondialisation de l'information, qu'on partage quand même la possibilité de s'apercevoir qu'il y a de la souffrance partout, et quasiment en temps réel. Et si, dans une vision un peu éthique, philosophique, on perçoit et on comprend l'importance de ce qu'est cette notion de vulnérabilité commune, alors, mais c'est aussi un choix, et puis il y a une forme de courage en tant que dirigeant à s'emparer de cette question-là, alors on peut vouloir aller de façon positive, entre guillemets, dans cette direction où on choisit délibérément de ne plus faire de distinction entre les autres et soi-même. Merci Bernard. Je propose que nous arrêtions ici l'aspect formalisé de la rencontre, c'est-à-dire en séance plénière. Prenez le temps d'échanger, c'est une des fonctions de la chaire et qui mettra à l'œuvre le contenu qu'on a travaillé aujourd'hui.
Il n'y a de véritable avenir. Je crois qu'on peut dire que la journée, elle nous a dit ça, et Bernard Georges l'a particulièrement ouvert. Il n'y a de véritable avenir que s'il y a un rapport à l'autre. Et il n'y a de véritable rapport à l'autre que si on sait qu'on ne connaît pas l'autre et qu'on va le laisser dire qui il ou elle est. Et ceci a été commencé par Stéphane, continué par Paul-Henri et par Loïc et par Bernard maintenant. Bravo et merci à tous les quatre.